Je redonne la parole à Hubert Joannet. Oui, donc parmi ceux qui ont intérêt à diminuer les durées d'hospitalisation et favoriser les retours précoces à domicile, il y a les médecins. On sait que depuis les travaux de Kenneth, il a été clairement démontré que ça diminuait le taux de complications de tout type quand on réduisait la durée d'hospitalisation. Donc la séance va porter sur les différents aspects en chirurgie viscérale, et donc j'appelle Laurent Geoffroy sur les conditions de prise en charge périopératoire pour un retour précoce à domicile après chirurgie viscérale majeure. Alors je remercie Laurent Geoffroy, qui est médecin anesthésiste, d'avoir accepté de venir nous parler. Et je voudrais préciser que c'est un pionnier de l'ambulatoire, et je pèse mon mot parce que pionnier à l'époque, ça ne tombait pas sous le sens, rien n'était facile. Certains d'entre nous ont été traités de criminels pour pouvoir faire la chirurgie ambulatoire. C'était il y a à peu près 25 ans. Merci Laurent. Voilà. Merci Hubert, tu fus un co-pionnier. Alors Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les académiciens, je suis honoré d'intervenir une nouvelle fois. Je dis une nouvelle fois parce qu'il y a 6 ans, le jour où vous aviez créé, je crois, la sous-section de chirurgie ambulatoire à l'Académie de chirurgie, vous m'aviez convié déjà à parler des nouvelles règles de l'ambulatoire. Alors ce jour, je ne vais pas vous parler des nouvelles règles de l'ambulatoire, mais d'un sujet un tout petit peu plus large, et dans une perspective qui est adaptée aux communications qui passeront après moi, c'est-à-dire je vais vous donner la perspective anesthésique des conditions d'une bonne prise en charge, de façon à ce que le retour se fasse plus rapidement au domicile. Je pense aujourd'hui que dans nos blocs opératoires, il est temps pas que le champ opératoire tombe, enfin ce qui nous sépare, mais qu'il devienne transparent et que ce qu'on fait ensemble, c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'on sache ce que fait l'autre, et que nous puissions échanger non pas au bloc, en live, mais de préférence de façon anticipée, dans une organisation aujourd'hui qui veut qu'on protocolise, qu'on formalise, qu'on fasse du chemin clinique et j'en passe. Alors en préambule, moi je suis depuis longtemps, et depuis la naissance de l'ambulatoire qui a porté une culture de la sécurité et de la qualité de la prise en charge, je suis très attentif à la reconnaissance de l'importance de faire appliquer les règles professionnelles, les données acquises de la science, ou, comme disait Kouchner en 2003, les connaissances médicales avérées, avec une nécessaire application de ces connaissances acquises. Parce que, pourquoi ? Eh bien aujourd'hui, dans de nombreux domaines de la médecine, il a été démontré de façon répétée que les pratiques étaient adéquates, c'est-à-dire en adéquation avec les recommandations, ce qu'on sait qu'il faut faire, dans moins d'une fois sur deux. Et qu'il est devenu de plus en plus évident qu'à court terme, nous pouvons réduire plus souvent la douleur, améliorer l'état de santé et l'espérance de vie de la population simplement en appliquant ce que nous savons plutôt qu'en développant de nouveaux traitements. Alors, il y a un trépied pour moi important qui est celui des recommandations de bonne pratique professionnelle, des recommandations de bonne pratique organisationnelle et de nos relations entre soignants en général et entre médecins anesthésistes et chirurgiens en particulier. Les recommandations de pratique professionnelle, c'est de prodiguer les soins les plus appropriés, de fait nécessiter l'actualisation des connaissances et de suivre l'évolution des techniques médicales et scientifiques. Ça, c'est une attente première du patient en termes de résultats des soins rendus, en termes de satisfaction. Puis il y a l'autre volet qui est celui des recommandations de pratique organisationnelle, dont le périmètre sont là les modalités de prise en charge, l'organisation de l'accueil, les conditions de réalisation des actes. Et là, en termes d'attente du patient, il s'agit plutôt de confiance dans l'organisation des soins. Et la satisfaction et la confiance, c'est deux choses différentes. On s'intéresse très souvent à la satisfaction, très peu à la confiance qu'ils ont dans nos organisations. Différents concepts recouvrent ces trois trépieds qui sont l'évolution des techniques qui portent le progrès médical. Il y a 20 ou 25 ans maintenant, l'apparition de la chirurgie ambulatoire, lorsque l'on a mis un zeste, plus qu'un zeste d'organisation dans nos établissements, avec une évolution des pratiques professionnelles qui a vu apparaître dans l'intervalle de ces 20 ou 25 années la récupération, je ne vais pas dire rapide personnellement, je préfère dire récupération améliorée après chirurgie. Car il n'y a pas raison que ce qui est le mieux ne soit pas applicable à tous les patients, qu'ils soient en chirurgie d'hospitalisation traditionnelle, en chirurgie ambulatoire ou en récupération améliorée. Je pense que nos exigences en termes de qualité et de sécurité doivent être les mêmes et qu'il n'y a finalement pas de raison de distinguer ces différents modes de prise en charge. L'objectif
de la journée et des interventions qui vont suivre, c'est de réduire les complications, réduire les effets de l'agression chirurgicale pour réduire les complications, accélérer la convalescence et raccourcir la durée de séjour. Les clés du progrès médical, des recommandations pratiques professionnelles. Alors, je vais vous donner le point de vue, la perspective anesthésique. Alors, je vais dire des choses bateaux, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses choses bateaux qui ne sont toujours pas appliquées. La prémédication, est-ce qu'on doit faire la prémédication dans des prises en charge quand on veut que le patient rentre rapidement, que ce soit en chirurgie ambulatoire ou en récupération améliorée? Ça se discute pour tous les patients. Je crois que la recommandation de la Société française d'anesthésie, que j'ai dirigée il y a une demi-douzaine d'années, était de dire qu'il faut prendre en compte les structures, les patients et les actes, et qu'il n'y a pas de règle dogmatique qui doit s'appliquer à tous les patients, à tous les actes et à toutes les structures, mais qu'au cas par cas, il faut discuter de chacun des cas. Donc la prémédication, elle peut être à visée anxiolytique, elle peut être à visée antalgique. Les Américains maintenant mettent des anti-inflammatoires, et je suis bien conscient que je parle de chirurgie viscérale, parce que c'est un sujet qui peut encore gratter quelques mois. Et puis à visée antiémétique, parce qu'on ignore très souvent qu'on peut faire de la prévention avant l'arrivée du patient ou du traitement après la sortie du patient, des niveaux d'évolution, mieux qu'en faisant simplement du printemps. Le jeûne préopératoire, pour faire venir dans nos établissements publics ou privés en France, aujourd'hui en 2018, je pense que dans 80-90% des établissements français, des équipes, le jeûne préopératoire n'est toujours pas compris ni appliqué. C'est 2 heures pour les liquides clairs, et on ne sait pas toujours ce que ça veut dire un liquide clair, hein. Le café c'est un liquide clair, il n'y a pas de particules dedans, et c'est 6 heures pour les solides. Après on peut discuter de savoir est-ce qu'il faut mettre du lait ou pas, est-ce qu'il faut boire du coca ou pas, j'en passe c'est des meilleurs, est-ce que s'il a mangé un bonbon, un chewing-gum, qu'il a fumé une cigarette le matin avant d'arriver, puisque beaucoup de patients arrivent le matin, que ce soit en ambulatoire ou en récupération améliorée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les règles sont simples. Le but, c'est de réduire la soif, la faim, l'insulinorésistance, le stress chirurgical, la durée de reprise du transit. On est en chirurgie viscérale. L'apport d'une solution isotonique riche en hydrate de carbone, ça aussi, c'est un plus de ces dernières années, qui est très rarement appliqué. Et puis, pour ce qui concerne la période péropératoire, un certain nombre de data anesthésiques. Les agents de l'anesthésie n'ont pas changé, les produits ont changé, mais il y a peu d'évolution en termes de progrès pharmacologique, si ce n'est l'abandon du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz anesthésique qu'on a utilisé dans nos établissements, qui est toujours très utilisé, qui fait sujet à débat aujourd'hui. Il réduit les besoins d'agents hypnotiques, donc est censé améliorer la récupération améliorée, mais il est producteur de nausées et de vomissements, il pourrait favoriser la survenue des infections du site opératoire. Et comme dirait Dominique Ouanet, avec qui j'ai fait mes études d'anesthésie, mais qui fut ministre de l'écologie, il participe de manière significative au réchauffement climatique. Les agents de l'anesthésie, les analgésiques, ça c'est une vraie question aujourd'hui qui fait débat au sein de la communauté anesthésique, mais à laquelle vous devez être, je pense, sensible. Les morphiniques qu'on administre en périopératoire et notamment en péropératoire ont des limites parce que le morphinique réduit la douleur, mais moins sur les douleurs au mouvement. Les gens qui toussent après chirurgie abdominale ou thoracique, c'est pas supprimé par les morphiniques. Ils ont des effets secondaires, je ne vais pas vous les énumérer, de l'iléus au vomissement, qui peuvent être très invalidants pour le patient et retarder la réhabilitation post-opératoire. Et ils provoquent paradoxalement une hyperalgésie, c'est-à-dire une sensibilisation centrale à la douleur. Et des gens qui ont eu du morphinique vont avoir plus mal que s'ils n'avaient pas eu de morphinique. Ils créent une immunomodulation qui peut avoir un impact négatif sur les pathologies infectieuses ou cancéreuses. Et enfin, il y a aujourd'hui une discussion sur un doute quant à leur possible neurotoxicité. Donc, les morphiniques en péropératoire, je pourrais presque dire que ça se discute, même si aujourd'hui des études complémentaires sont nécessaires. Mais je sais notamment dans la chirurgie bariatrique, et j'en fais depuis une dizaine d'années, chez nous, on fait quasiment plus de morphinique. Pas 1 mg de morphinique aux gens qui ont de la chirurgie bariatrique, chez qui vont avoir un certain nombre de choses, comme le syndrome d'apnée du sommeil, ou l'inflammation de cette pathologie inflammatoire. Les cureurs, alors ça c'est pareil, c'est bateau, sauf qu'aujourd'hui en France, très peu de gens utilisent le monitorage. Et le monitorage, ça permet d'améliorer la suite opératoire et la réhabilitation améliorée, parce que d'abord, il permet d'optimiser la profondeur de la curalisation pendant l'intervention, ce que vous attendez, chirurgien.
Mais le monitorage permet d'anticiper le risque de curarisation résiduelle. C'est ces gens qui seraient intubés, alors qu'ils vont soit rendormir, ce qui n'est pas le but dans le cadre d'une réhabilitation améliorée, ou qui vont garder un traumatisme psychologique qui ne va pas les quitter de toute leur vie. Quelqu'un qui s'est resté intubé va vous le raconter toute seule. Et ça va pouvoir retarder la prise en charge de pathologies chirurgicales ultérieures. Alors il y a plein d'adjuvants aujourd'hui qu'on peut utiliser, qui sont très peu utilisés, qui sont mal connus, qui sont mal utilisés, comme la kétamine, qui est un médicament de l'anesthésie générale, il y a des années, qui est toujours un médicament de l'anesthésie générale dans les pays en voie de développement, mais qui en France a des doses beaucoup plus faibles, est un anti-hyperalgésique, qui réduit l'intensité de la douleur, qui diminue la consommation de morphine si on en donne, qui diminue l'incidence de la douleur chronique après chirurgie. Douleur chronique est un vrai sujet aujourd'hui, et qui prévient les nausées et vomissements post-opératoires. La dexaméthasone, on l'a vu, elle prévient elle aussi les nausées et vomissements post-opératoires, elle donne une meilleure qualité d'analgésique post-opératoire. Le dropéridol et le midazolam, eux aussi, préviennent les nausées et les vomissements post-opératoires, ce que tout le monde ne sait pas et ne fait de loin. La ventilation mécanique, alors, bien sûr, on les branche à un respirateur, mais les modalités de ventilation sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on a développé le concept de ventilation mécanique protectrice. Avant, on branchait le patient, on mettait un volume de 10 ml/kg, des niveaux de pic de pression expiratoire positive qui dépassaient parfois le 10. On sait aujourd'hui que tout ça, c'est producteur de complications post-opératoires. La dysfonction d'organes est dominée en anesthésie par la complication post-opératoire respiratoire. Il faut réduire les volumes, il faut réduire la pipe et il faut faire des manœuvres de recrutement péropératoire. Ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais qui, dans le cadre qui nous intéresse, en chirurgie viscérale notamment, intra-abdominale, est extrêmement important. Alors, il y a le volume de liquide perfusé. Évidemment, il suffit de brancher une perf, on laisse couler autant qu'il faut. Il y a ceux qui perfusaient beaucoup, il y a que ceux qui ne perfusaient pas beaucoup, il y a ceux qui ne savaient pas très bien. On sait aujourd'hui qu'il faut limiter les apports de soluté pour le geste chirurgical. Si vous me passez un litre de ragé à moi aujourd'hui, homme simple, il va me falloir 48 à 72 heures pour l'éliminer. Donc un patient avec des comorbidités, c'est pire. Et il va falloir optimiser donc les apports liquidiens péropératoires en utilisant le Doppler œsophagien, qui est un paramètre thermodynamique extrêmement simple à mettre en place, notamment et surtout en chirurgie viscérale majeure. La prévention de l'hypothermie, il n'y a pas de couverture chauffante pour maintenant tous nos patients en ont. Ça réduit le stress périopératoire, ça limite le risque de complications infectieuses, ça réduit le délai de reprise du transit. Donc, bioprophylaxie, pas de commentaire, la prévention des nausées et des vomissements, c'est extrêmement important, c'est souvent mal connu, il n'y a pas de stratégie spécifique, mais il est extrêmement important d'identifier les patients à haut risque, en diminuant de toute façon chez tout le monde le risque de base, en prévenant la réhydratation, en recourant à des techniques d'anesthésie les moins intermittisantes possibles, notamment en réduisant l'utilisation de la morphine et des dérivés, et en assurant une prise en charge de la douleur post-opératoire efficace. En post-opératoire, les critères importants, c'est la stratégie d'analgésie multimodale. Les médicaments disponibles en dehors des opiacés aujourd'hui sont nombreux. Et la France a été un des pays développant des techniques d'anesthésie régionales, l'anesthésie péridurale, l'infiltration, les irrigations pariétales, les blocs des grands droits, enfin, il y a tout un tas de blocs possibles. Et, point important, il y a le retour en grâce dans les équipes des anti-inflammatoires non stéroïdiens en périopératoire qui ont été fustigés pendant des années comme producteurs de fistules, d'infections, de péritonite, de lâchage de suture et j'en passe. Aujourd'hui, je rappelle que l'anti-inflammatoire non stéroïdien est le deuxième médicament antalgique le plus puissant dont on dispose. Et quand on fait de la chirurgie viscérale, notamment celluloscopique, la morphine calme mal nos patients anti-inflammatoires quasiment toujours. Donc, il provoque une analgésie accompagnée des parades morphiniques la plus importante. Quand on y rajoute de la morphine, quand on rajoute des aminés à la morphine, ça réduit les nausées d'un tiers. Le risque hémorragique périopératoire n'est pas majoré, contrairement à ce qu'on croit. Même les ORL ont fini par l'accepter, puisqu'ils nous ont interdit jusqu'à très récemment d'en faire dans les amyloïdectomies. Le risque de fistule digestive n'est pas prouvé. Alors il faut faire attention, si on a un traitement anticoagulant en dose curative, si c'est des personnes âgées qui ont très souvent une fonction rénale perturbée, si on a des patients qui ont une cardiopathie ischémique sous aspirine, parce qu'il y a une compétition au niveau des sites, et donc ça peut reprovoquer une sténose des stents en place. Voilà.
Et donc, la seule chose, c'est on peut en faire, sous ces dernières réserves, à condition de traitement court, 4 à 5 jours maximum. L'analgésie péridurale thoracique pour la chirurgie viscérale, c'est quand même pour la laparotomie la technique de référence. Il n'y a pas meilleure technique d'analgésie. L'analgésie est la meilleure, elle permet la mobilisation, ce que permettent pas les techniques à base de morphinique. Elle provoque très peu de nausées, vomissements. Il y a une moindre morbidité en termes de dysfonction d'organes, que ce soit respiratoire, rénale, cardiaque ou cérébrale, avec moins de dysfonction cognitive post-opératoire. Et un réveil, une phase post-opératoire plus rapide dans le sujet qui nous intéresse. Là aussi, un sujet qui est de moins en moins débattu, contrairement à l'anesthésie sans morphine, c'est l'administration intraveineuse continue de lidocaïne, qui commence à se mettre en place en France depuis très peu, qui est la technique de référence quand vous faites de la sodioscopie, qui est une alternative à la péridurale en cas de laparotomie si elle est contre-indiquée. C'est facile à mettre en œuvre, ça a des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et anti-hyperalgésiques. La lidocaïne intraveineuse administrée en péropératoire et dans les 24 à 48 premières heures péropératoires diminue la consommation d'opiacés, diminue la mise en des nausées, réduit la durée de l'utérus par ses effets anti-inflammatoires et diminue la fatigue post-opératoire, ce qui est quand même un certain nombre d'avantages extrêmement intéressants dans le cadre qui nous intéresse. Alors là, je vous ai fait un comparatif de la péridurale et de la lidocaïne intraveineuse. Il faut laisser à chacune d'elles ses indications. Je parle de la gestion des cas de tuyaux, je passe. La ligne de perfusion, je crois qu'il faut perfuser le malade le moins longtemps possible, en fonction de la pathologie prise en charge. La sonde à oxygène, on a longtemps dit que l'oxygène administré pendant 24, 48, voire 70 heures réduisait l'infection de parois et l'infection du site opératoire pour le que c'est faux. La sonde nasogastrique, je ne reviens pas sur les débats pro-cons qu'on a eu dans nos congrès, mais il ne faut plus en mettre, sauf exception, parce qu'elle favorise la reprise de transit quand on l'enlève, ça réduit les complications broncho-pulmonaires et ça pourrait, mais on n'est pas sûr, améliorer la durée d'hospitalisation. La sonde médicale, c'est pareil, ça dépend si on la laisse pas longtemps ou longtemps, mais si on la laisse longtemps, il vaut mieux un cathé suspensif. La thromboprophylaxie, je passe, les actions complémentaires, c'est la mobilisation précoce. Il faut les lever, les faire marcher, c'est la réglementation précoce, les faire manger le premier jour, et puis on peut leur donner des chewing-gums. C'est prouvé que ça marche. Ça réduit la durée de l'utérus post-opératoire et ça raccourcirait la durée de sleep. Alors, un patient acteur de sa prise en charge, il faut, si on se recentre sur le patient dans le sujet qui nous intéresse, le patient il a un rôle intuitif dans les procédures d'identification et de vérification de cycle de côté, mais il faut s'interroger au niveau des équipes sur le rôle qu'il peut avoir en période post-opératoire et surtout après sa sortie dans la maîtrise des risques qui sont liés à sa période, sous réserve d'une information adéquate. Ici comme ailleurs, le processus décisionnel qui conduit à la décision médicale prise avec l'accord du patient passe par son information, la discussion bénéfice-risque et le recueil de son consentement. Elle se dispense à toutes les étapes de la prise en charge par tous les moyens disponibles, orale, écrite, audiovisuelle ou digitale. On est passé de la médecine évaluée à la médecine algorithmée, on vient de le voir, et elle est dispensée par tous les acteurs de la prise en charge de façon itérative, formalisée par une adaptation thérapeutique au sein d'écoles de patients, comme ça se fait maintenant de plus en plus dans les établissements, avec une efficacité certaine. Le travail en équipe, j'ai parlé des recommandations de pratique professionnelle, des recommandations de pratique organisationnelle, et puis il y a le sujet du travail en équipe, qui n'est pas réglé dans nos blocs opératoires, dans nos établissements, qui pose la question du management et du leadership dans la prise en charge de nos patients. Alors, le Conseil national de l'ordre des médecins, au début des années 2000, avait fait un travail pour essayer de poser les bases de ce que peuvent être nos relations humaines. On n'est pas arrivé, ce qui fait que 15 ans après, la Haute Autorité de Santé s'y est remise, a proposé 15 points clés pour arriver de façon factuelle et rationnelle à se mettre d'accord. Je crois que le sujet qui nous intéresse est un excellent sujet pour mettre en œuvre ce type de propositions pratiques. Alors, 15 points, les procédures et les protocoles. La question, c'est évidemment qui fait quoi, encore faut-il en parler, pour discuter sur tous les sujets qui concernent la prise en charge du patient. Et puis surtout sur ce point clé qui est la sortie du patient. Elle doit être anticipée et nos assureurs sont. Et la sinistralité liée à la non-anticipation de la sortie n'est pas négligeable. Le rôle de chaque professionnel doit être défini en fonction des secteurs d'activité.
Mieux travailler en équipe, c'est accepter d'assumer ses responsabilités. Alors, je sais bien que travailler en équipe, c'est bien parce que c'est toujours la faute de l'autre. Sauf que, en droit, il n'y a pas de définition d'équipe. Il y a deux responsables, en tout cas, si on se recentre sur le partenariat anesthésiste-chirurgien, de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent et de ce qu'ils voient. Et que la responsabilité, c'est rien d'autre que de s'engager à rendre compte des activités que l'on est censé maîtriser et d'être capable d'en assurer la communication. Donc, je l'ai déjà dit préalablement, processus, protocole, procédure, traçabilité, évaluation. La sortie et le suivi. Avant la sortie, mais chacun s'organise comme il peut, on le verra dans les présentations suivantes. Une information orale doit être donnée par le chirurgien et l'anesthésiste. Elle comporte des documents écrits, les ordonnances ontologiques, les recommandations post-opératoires, les consignes, les coordonnées des personnes à contacter, le récapitulatif des rendez-vous, le compte rendu d'hospice, et j'en passe. Voilà, je vous remercie. Merci. Écoute, si je comprends bien, il y a encore des marges de manœuvre pour progresser. Beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Juste 50% de suivi Global. 50% de suivi des recommandations, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut faire mieux? Et qu'est-ce qui bloque dans le bloc? Ça fait 30 ans que je fais comme ça. Hein? Ça fait 30 ans que je fais comme ça. Et est-ce que ça avance? Ça fait 30 ans que je fais comme ça et ça marche. C'est la réponse que Péron me donne. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fait comme ça fait 30 ans que ça marche. Je ne vais pas m'expliquer que votre truc de méta-analyse, machin, c'est mieux que moi. Moi, j'ai jamais eu de problème. Jamais. Je suis resté depuis 89, j'ai jamais eu de problème. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous avez envisagé une surveillance post-opératoire chez le patient en stabilité et à domicile par des moyens informatiques et autres de vidéo? Alors, je ne suis pas rentré dans ce sujet qui est un sujet très, comment dire, d'actualité, et comme on l'a vu dans la présentation précédente, qui est très sensible, parce qu'aujourd'hui, le cadre juridique, de mon point de vue, est mal posé. Parce que d'abord, qui c'est qui stocke les données? Enfin, comment on va gérer le retour d'information sur ces données? Pour avoir animé il y a 15 jours une séance à l'Association française de chirurgie ambulatoire sur les innovations technologiques, quand vous interrogez les gens qui font des applications de suivi, justement, vous dites les données, c'est pas nous, c'est l'établissement. Donc ils ne se mouillent pas les doigts. Est-ce que c'est un dispositif médical? J'en sais rien. Je pense que oui, d'après les données, ce qui est publié par le Conseil de l'Europe, mais j'en sais rien non plus. Enfin, il y a un flou qui fait que chacun aujourd'hui, il y a une explosion des applications en santé. Il y a plusieurs centaines de milliers d'applications en santé. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est bien, c'est ce que chacun fait au niveau de son établissement dans le cadre de son écosystème, mais qu'il n'y a pas aujourd'hui de réponse univoque à votre question. Je pense que c'est le progrès, mais que le progrès n'est pas encore au point de ce point de vue-là. J'ai une deuxième question qui touche aussi le progrès. Comme vous le savez, moi je suis un chaud président du Fast Track, mais il y a un tout petit problème. Quand le patient a un problème à domicile, qu'il appelle le 15, eh bien il est emmené dans la structure hospitalière la plus proche et il ne retrouve pas forcément son chirurgien. Et là, les ennuis commencent. Et dans mes problèmes d'expertise, j'ai un patient Fast Track pour lequel on m'a reproché d'avoir fait sortir trop tôt. Alors, on ne peut pas vous reprocher de le faire sortir trop tôt. On peut vous reprocher de ne pas vous être organisé pour organiser son retour dans votre structure. Et là, le travail d'anticipation de la sortie et de l'organisation du suivi de la surveillance post-opératoire est un travail très délicat et qui se doit se faire et discuter avec chaque patient. Sachant qu'on a souvent tendance à considérer que l'accompagnant, le conjoint, la personne qui est avec le patient à domicile est responsable, mais elle est responsable de rien. On ne peut pas transférer la charge et la responsabilité de la surveillance et du suivi au conjoint. On doit donc cadrer de façon très factuelle les conditions, d'abord dispenser une information au patient sur les signes d'alerte et sur les modalités de l'alerte de vos services à vous. Mais moi je prends une expérience, Pierre Pignon, quand il a fait son service de chirurgie ambulatoire, le soir,
donner à tous ces patients le numéro du 15, et le 15 avait tous les soirs, tous les patients et tous les comptes rendus opératoires des patients. Donc quand le SAMU sortait, il savait ce qu'il devait faire. Et quand le patient était sorti, il savait qu'il rappelait le SAMU et comment il allait être pris en charge. Mais tout ça, c'est de l'organisation. On est sur les recommandations organisationnelles. C'est peut-être plus difficile que certains jeux chirurgicaux. Enfin, je reviens un peu sur la réflexion de Jean Cady. Il pose un vrai problème, parce que lorsque le patient est opéré en établissement privé, on sait que c'est les privés qui sont au point pour l'ambulatoire. Lorsqu'on lui dit, revenez, et en fait, de temps en temps, il dit, oui d'accord, je vais appeler les pompiers. Alors qu'il n'y a pas une grande urgence. Or, les pompiers, d'ailleurs en France, vont autoritairement transférer le patient, alors que le patient il est parfaitement réactif avec son chirurgien au téléphone et on lui dit non, revenez, prenez un taxi, je ne trouve pas de taxi, finalement j'appelle les pompiers, tout ça. Bon. Et donc là il y a en termes de responsabilité, effectivement, il y a un flou, c'est pas très bien que le patient ne puisse pas revenir vers son équipe alors qu'il n'y a pas de défaillance nationale et qu'on agit par sécurité. Alors est-ce que la question c'est pas revenir, c'est je vous envoie une ambulance. J'ai appris quelque chose. Dernière question. C'est comme ça que j'ai fait. Il y a un problème, le juge qui doit être réadmis, réhospitalisé, je lui envoie un moyen de transport. Je ne compte pas sur le flou artistique qui va... J'avais une question par rapport au chewing-gum. Il y a eu 7 méta-analyses, là, j'ai refait la littérature récemment. Oui. Il y a eu 7 méta-analyses, elles étaient un peu discordantes. Il y en avait 4 qui étaient contre, qui disaient que ça ne servait à rien, et 3 qui disaient que c'était utile. En fait, le mieux, c'est tout simplement de réalimenter légèrement le patient. Le chewing-gum n'apporte rien. Saliver, en fait. Oui, Il faut faire saliver. Et la deuxième chose, c'était par rapport au système de recours. Il y a une chose qu'on a mis en place actuellement sur 60 patients, c'est qu'on a prêté, c'est un prêt, donc on prête aux patients un saturomètre en disant, voilà, il y a 3 signes d'alerte. En fait, ça se résume à 3 signes: l'apparition d'une douleur brutale, un pouls supérieur à 120 et une saturation en dessous de 92%. Si vous avez 2 de ces signes, vous revenez tout de suite. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui sécurise et qui fidélise, ce qui fait que le patient, il ne va pas aller en fait dans un autre centre que celui où il a été opéré. C'est vrai que le lien qu'on va créer avec une application en santé qui va renseigner le lendemain sur mon pouls est à temps, ma tension est à temps, ma saturation est à temps, ma température est à temps, j'ai mal ou pas mal, ça va le faire revenir automatiquement vers nous. Une dernière question pour vous. Double commentaire. Premièrement, à 17, nous avons créé la première unité de chirurgie ambulatoire. Je vais attendre, oui, bien. C'est vrai qu'à 17 aussi, nous avions la possibilité pour les établissements voisins en cas de difficulté d'assumer les complications de l'académie. Je me souviens de toi, moi je pense qu'il y a un travail dans l'intérêt des patients à être utile. En Angleterre, tu ne peux pas tourner dans le service de bien quand tu es sorti en ambulatoire. Tu dois aller dans le service d'urgence, qui est un autre service. Oui, mais ça peut de changer l'équipe, c'est pas l'idéal, surtout dans les explications de suivi. Bien. Merci. Merci, on aura d'autres.